J'ai empoisonné le dîner de Noël de ma sœur aînée avec du cyanure pur, en versant la dose mortelle dans son verre de Bordeaux millésimé, sous les yeux complices de notre mère qui n'a rien vu venir. Ce soir-là, à la table familiale de notre vieille maison en pierre de Bourgogne, j'ai souri en levant mon toast à l'unité éternelle, sachant que c'était le dernier repas qu'elle partagerait avec nous. Et quand son corps s'est affaissé, convulsé de spasmes silencieux, j'ai murmuré à son oreille. « C'est pour les 15 ans que tu m'as volé, ma chère sœur. Repose en paix dans l'enfer que tu mérites. » Paris, cette ville des Lumières qui m'a toujours semblé plus un mirage qu'une réalité, m'a vu naître en 1985, dans le quartier du Marais, au milieu des odeurs de pain frais et des klaxons impatients. J'étais l'enfant du milieu, Claire, coincé entre l'ambition dévorante d'Élisabeth, ma sœur aînée, et le petit frère chouchouté, Julien, qui arrivait toujours en retard aux repas familiaux avec son air de gamin gâté. Notre mère, Marguerite, était une veuve précoce, ayant perdu notre père dans un accident de voiture banal en 1992, du moins, c'est ce qu'on nous racontait. Elle tenait une petite boutique de fromage rue des Rosiers, un havre de camembert coulant et de roquefort piquant qui masquait à peine les factures impayées et les nuits solitaires. Père, ingénieur chez Renault, avait laissé un vide financier que nous comblions tous à notre manière, ou du moins, c'est ce que je croyais. Dès l'âge de 18 ans, alors que j'entamais des études de littérature à la Sorbonne, Élisabeth a eu son premier enfant. Sophie, une petite chose hurlante née d'un mariage hâtif avec un banquier volage qui l'a quittée pour une stagiaire plus jeune. « Claire, ma chérie, tu es si douée avec les enfants », m'a-t-elle susurré un soir d'hiver pluvieux, en me tendant le bébé emmailloté comme un paquet cadeau empoisonné. J'ai accepté, bien sûr. Qui refuse sa sœur aînée quand elle pleure au téléphone, la voix brisée par l'épuisement. Ce soir-là, j'ai veillé Sophie pendant des heures, berçant son corps minuscule contre ma poitrine, écoutant le tic-tac de l'horloge qui marquait déjà le début de ma captivité. Les années ont filé comme les rames du métro linien, rapides et impitoyables. Élisabeth a divorcé, puis s'est remariée avec un avocat parisien, Thierry, un homme au costume sur mesure et au sourire carnassier. 2 autres enfants ont suivi, Lucas en 2003 et enfin Camille en 2006. Chaque naissance était une urgence, un appel au milieu de la nuit. « Claire, viens, je n'y arrive pas. » Ma mère, avec son pragmatisme bourguignon hérité des vignes familiales, hochait la tête en disant « C'est ton devoir, ma fille. La famille, c'est sacré en France. » Sacré? J'ai ri intérieurement, en essuyant les vomissures de Lucas sur mon pull bon marché usé jusqu'à la trame. À 25 ans, j'ai abandonné la Sorbonne. Pas par choix, mais par nécessité. Mes notes chutaient, mes amis s'évaporaient comme la brume sur la Seine au petit matin. Élisabeth offrait un petit arrangement. Je gardais les enfants chez elle, dans son appartement haussmannien du 7e arrondissement, 3 soirs par semaine, plus les week-ends entiers quand Thierry partait en voyage d'affaires à Cannes ou Deauville. En échange, rien. C'est de la famille, Claire. L'argent salit tout. J'ai hoché la tête, ravalant ma bile, et continué. Les enfants m'appelaient « Tata Claire », avec ses yeux innocents qui me transperçaient le cœur. Sophie grandissait, apprenait le piano chez un professeur particulier. Lucas collectionnait les timbres rares que Thierry lui offrait. Camille, la petite dernière, dessinait des soleils oranges sur mes genoux sales. Julien, mon frère, n'était pas en reste. À 22 ans, il a eu un fils illégitime avec une serveuse d'un bistrot de Belleville, un gamin nommé Enzo qu'il refusait de reconnaître officiellement. « Claire, tu es la seule en qui j'ai confiance », m'a-t-il dit un jour, les yeux rougis par la bière bon marché. Et voilà que je me suis retrouvé à pousser le landau d'Enzo dans les allées du Luxembourg, racontant des histoires de Victor Hugo aux pigeons qui picoraient les croûtes de baguette. Ma mère, toujours elle, approuvait « Les hommes sont faibles, Claire. C'est aux femmes de porter le fardeau. » Faible? J'étais en train de me noyer sous ce fardeau, mes rêves de devenir professeur de lettres se dissolvant comme du sucre dans le café au lait du matin. Les premières fissures sont apparues vers 2010. J'avais 30 ans, un corps marqué par les nuits blanches et les repas sautés. Des hanches larges, des cernes qui creusaient mes yeux verts comme des puits sans fond. Élisabeth montait en grade chez son cabinet d'avocat, défendant des multinationales contre des scandales environnementaux, gagnant des fortunes en procès à Nanterre. Julien, lui, avait ouvert un garage à la périphérie de Paris, réparant des Renault cabossés avec l'argent que mère lui prêtait en douce. Moi, je vivais encore chez mère, dans notre appartement exigu du Marais, payant le loyer avec des jobs de serveuse occasionnelle entre 2 gardes d'enfants. « Tu es chanceuse, Claire, tu as du temps pour toi », me lançait Élisabeth lors des dîners familiaux, son verre de chardonnay à la main, ignorant mes mains gercées par les lessives interminables. Un soir d'automne 2012, alors que je bordais Camille pour la 1e fois, chantant une berceuse de Prévert que j'avais apprise à la Sorbonne, la petite m'a demandé « Tata Claire, pourquoi maman dit que tu es paresseuse ?» J'ai figé,
le cœur battant comme un tambour de la garde républicaine. Paresseuse, moi qui avais sacrifié mes nuits, mes jours, ma jeunesse pour eux. Ce soir-là, rentrant chez moi à pied sous la pluie fine de Paris, j'ai pleuré pour la première fois depuis des années, mes larmes se mêlant à l'eau qui ruisselait sur le pavé inégal de la rue de Birague. Mais la véritable tempête a éclaté en 2015. Enzo avait 10 ans, Sophie 13, et je venais de refuser un poste de bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. Un rêve caressé depuis l'adolescence. Elisabeth m'a appelé en urgence. Thierry est en déplacement, et j'ai une audience cruciale demain. Les enfants chez toi, s'il te plaît. J'ai dit oui, comme toujours, mais en raccrochant, une voix intérieure a murmuré. Et si tu disais non? J'ai ri, amer, imaginant la scène. Elisabeth hurlant, mère me traitant d'égoïste. Non, impossible. Pas encore. Pourtant, les graines de la révolte germaient. Lors d'un repas chez mère, Julien a laissé échapper une phrase. Claire, sans toi, on serait perdu. Perdus. J'ai levé les yeux de mon assiette de coque au vin fade et vu dans son regard une lueur de pitié. Pitié pour moi, la sœur invisible, la nounou gratuite. Ce soir-là, seul dans ma chambre au mur tapissé de livres jaunis, j'ai ouvert un vieux journal intime et j'ai écrit 15 ans. 15 ans de chaînes invisibles. Quand est-ce que ça s'arrête? La réponse est venue plus tôt que prévu. En 2017, un accident. Pas le mien, mais celui d'Elisabeth. Une chute dans les escaliers de son bureau, un talon cassé, rien de grave, mais suffisant pour qu'elle m'appelle. Viens tout de suite, les enfants ont besoin de toi. J'y suis allé, bien sûr, mais en chemin, dans le métro bondé, une vieille dame m'a regardé et a dit « Ma pauvre, vous avez l'air d'une ombre. » Une ombre. C'est ce que j'étais devenu. Les mois suivants ont été un tourbillon. Elisabeth en convalescence, je gérais tout, école, devoirs, repas. Julien profitait pour voyager, avec son garage en faillite naissante. Mère, malade d'une bronchite chronique due aux caves humides de sa boutique, me suppliait « Ne les abandonne pas, Claire. C'est ton sang. » Sang. Ce mot me hantait, comme un écho d'enfance. Puis, le choc. Un soir de printemps 2018, en triant des papiers pour Elisabeth, facture, contrat, le quotidien d'une vie volée, j'ai trouvé une lettre. Jaunie, datée de 1992. Adressée à notre père, de la part d'un notaire de Dijon. Monsieur Lefebvre, concernant l'accident du 15 juin, les analyses toxicologiques confirment une altération de la vigilance due à l'alcool. Cependant, des témoins oculaires mentionnent une altercation préalable avec votre fils Julien. Mon sang s'est glacé. Père n'était pas ivre. Il avait surpris Julien, alors adolescent rebelle, en train de voler de l'argent dans le coffre familial pour payer une dette de jeu. Une dispute violente, une poussée dans les escaliers du garage. Julien avait fui, appelant Elisabeth qui avait arrangé le mensonge, accident dû à l'alcool, pour protéger le petit frère. Et moi, j'avais 16 ans, on m'avait dit de me taire, de garder la famille unie. Gagner du temps? Non, on m'avait fait porter le chapeau moral, me convainquant que questionner était trahir. La lettre tremblait dans mes mains. Elisabeth savait. Mère savait. Ils m'avaient tous utilisé, depuis le début. Les gardes d'enfants, une dette de silence, une prison déguisée en amour familial. J'ai refermé le tiroir, le cœur battant, et pour la première fois, j'ai murmuré « Stop ». Les jours suivants ont été un brouillard de rage contenue, comme ces matins parisiens où la scène charrie des secrets sous son voile de brume. J'ai continué à jouer mon rôle, Tata Claire, la sauveuse infatigable, mais intérieurement, un feu couvait, lent et inexorable comme la cuisson d'un cassoulet bourguignon. Elisabeth, remise sur pied, m'a serré dans ses bras lors d'un déjeuner au café de Flore. « Merci, Claire. Sans toi, je serais perdu. » Perdu? J'ai souri, mordant l'intérieur de ma joue jusqu'au sang, et répondu « C'est normal, entre sœurs. » Mais mes yeux, ces traîtres, ont glissé vers la lettre cachée dans mon sac, ce poison écrit qui rongeait déjà mes veines. Julien, lui, était plus imprudent. Lors d'une visite à son garage à Pantin, entouré d'odeurs d'huile et de caoutchouc brûlé, il m'a confié ses soucis. Les créanciers me talonnent, Claire. Si je perds Enzo. J'ai hoché la tête, feignant l'empathie, mais en mon fort intérieur, je calculais. Combien d'années avais-je passé à élever son bâtard pendant qu'il dilapidait l'héritage de père en partie de poker clandestine à Montmartre? Je t'aiderai, ai-je dit, et il m'a embrassé sur la joue, ignorant le froid qui irradiait de ma peau. Mère, la matriarche, était le pivot de cette toile d'araignée. À 70 ans, elle traînait sa silhouette voûtée dans la boutique, vendant ses fromages avec un accent bourguignon roulant comme les collines de Chablis. Un après-midi pluvieux de 2018,
je l'ai confronté. Pas frontalement. Non, je suis française, après tout, nous excellons dans l'art de la pique empoisonnée. Maman, souviens-toi de l'accident de papa. Était-ce vraiment l'alcool? Elle a pâli, ses mains arthritiques agrippant un morceau de brie comme un bouclier. Claire, ma chérie, certains secrets sont des tombes. Pour le bien de tous. Pour le bien de tous? J'ai ri, un son sec comme un verre de pastis renversé. Et le mien, maman? Mes 15 ans à payer ta dette de silence. Elle a nié, bien sûr. C'était pour te protéger, toi la sensible. Julien était jeune, Élisabeth ambitieuse. Tu étais stable. Stable. Le mot m'a giflé plus fort qu'une gifle de la Bastille. Stable comme une mule de Somme, portant les fardeaux des autres jusqu'à l'épuisement. Ce soir-là, rentrant par le RER bondé, j'ai tracé mon plan sur un ticket de métro froissé. D'abord, des preuves. Puis, la vengeance. Pas une explosion vulgaire, non, quelque chose de raffiné, à la française, comme un Balzac revisité en thriller judiciaire. J'ai commencé par fouiller. Chez Élisabeth, lors d'une garde routine, j'ai photocopié des emails anciens sur l'ordinateur familial. Des échanges entre elle et Julien, datant de 1992, on dit qu'il a bu. Claire portera le deuil sans question. Et mère, je m'occupe des flics à Dijon. Mon estomac s'est noué. Il m'avait modelé en complice muette, utilisant mes gardes d'enfants comme une chaîne pour me museler. Sophie, alors 16 ans, m'a surprise. « Tata, tu pleures. » J'ai essuyé mes larmes, la serrant contre moi. C'est rien, ma puce. Juste la fatigue. La fatigue. Elle me rongeait, mais la rage la consumait. En 2019, Julien a failli tout faire capoter. Son garage en faillite, il m'a supplié d'emprunter de l'argent à Élisabeth pour lui. Pour Enzo, Claire. Pense à Enzo. J'ai prêté, tirant sur mes maigres économies de serveuse, et vu son soulagement hypocrite. Mais j'ai glissé une clause dans le contrat que j'ai rédigé moi-même, inspiré de mes lectures de droit du soir. Une reconnaissance de dette signée, avec intérêt composé. C'est pour te protéger, ai-je dit, mimant sa propre hypocrisie. Il a signé, ignorant que c'était le premier nœud de ma corde. Élisabeth, la matoise, flairait quelque chose. Lors d'un dîner à la Tour d'Argent, un luxe rare que j'avais gagné en gardant les enfants un mois entier, elle m'a sondé. Tu changes, Claire. Plus. Distante. J'ai souri par-dessus mon foie gras et répondu, c'est l'âge, Élie. On réalise que la vie n'est pas un roman de Zola. Elle a ri, mais ses yeux de renard des villes, ont plissé. Plus tard, j'ai entendu Thierry lui murmurer, laisse-la. Elle est utile comme ça. Utile. Le mot m'a hanté pendant des nuits entières, bercé par les ronflements de Camille dans le lit d'appoint. Utile comme une domestique, gratuite et remplaçable. En secret, j'ai consulté un avocat pro bono à la Maison des Femmes de Paris, une petite avocate aux lunettes cerclées d'acier nommée Isabelle. C'est du travail dissimulé, Claire. 15 ans sans salaire, vous pouvez les poursuivre pour exploitation familiale. Exploitation? J'ai ri, amer. Et pour le meurtre de mon père. Elle a blêmi, mais a promis de creuser. Les mois suivants ont été un jeu d'ombre. Je continuais les gardes, mais j'enregistrais tout. Appels, textos, factures falsifiées où Élisabeth déduisait mes services comme frais domestiques pour ses impôts. Julien, endetté jusqu'au cou, m'a supplié d'en parler à mère. Elle écoute toujours la petite Claire. Petite Claire. J'ai acquiescé, et lors d'une visite à la boutique, j'ai confronté mère une seconde fois. Les enfants grandissent, maman. Bientôt, je ne serai plus nécessaire. Elle a soupiré, essuyant un comptoir imaginaire. Tu le haises toujours, ma fille. C'est ton destin. Destin? Non, c'était une malédiction ourdie dans les caves de Bourgogne. Ce soir-là, j'ai fouillé sa maison pendant qu'elle dormait. Des lettres, des photos. Une image jaunie, père et Julien, riant devant une Renault neuve, juste avant l'accident. Et une note manuscrite, Julien a poussé. Couvrir pour l'héritage. L'héritage. Père avait souscrit une assurance vie massive, versée à Élisabeth comme tutrice des orphelins. Orphelin dont j'étais un, mais dont on m'avait privé pour stabilité émotionnelle. J'ai vomi dans l'évier, le goût acide de la trahison remontant comme un vin tourné. 2020 a apporté la pandémie, ce voile de confinement qui a forcé les masques sur nos mensonges. Élisabeth, en télétravail, m'a bombardé de gardes, les écoles fermées, Claire. Sauve-nous. J'ai accepté, mais à distance au début,
puis chez elle, dans l'appartement qui puait le désinfectant et l'hypocrisie. Sophie, en pleine adolescence, m'a confié ses doutes. Maman est si dure. Et toi, Tata, pourquoi tu ne pars jamais? J'ai caressé ses cheveux, et pour la première fois, j'ai menti à un enfant. Bientôt, ma puce. Bientôt. Isabelle, l'avocate, avançait. Des dossiers sur l'exploitation, des preuves pour une plainte au pénal pour faux témoignages dans l'enquête de 1992. Ça tiendra au tribunal de Paris, m'a-t-elle dit lors d'une visio masquée. Mais je sentais le piège se refermer. Julien m'a appelé, paniqué. Elisabeth, c'est pour la dette. Elle veut me ruiner. J'ai faim la surprise. Calme-toi. On va arranger ça en famille. En famille. Ces mots étaient devenus mon mantra pervers. Lors d'un Noël confiné en 2020, autour d'une dinde zoomée, mère a porté un toast, à Claire, notre pilier. J'ai levé mon verre virtuel, souriant à l'écran, mais intérieurement, je choisissais déjà le poison. Pas n'importe lequel, du cyanure, subtil, indétectable dans un estomac festif. J'ai commandé en ligne, via un contact sombre du dark web parisien, sous le pseudonyme Ombre Bourguignonne. Le plan se précisait, empoisonner Elisabeth d'abord, la plumatoise. Fin 2021, le confinement levé, Elisabeth a organisé un dîner réparateur chez elle. Pour nous, les sœurs, a-t-elle dit, ses yeux pétillants de faux-semblants. J'ai accepté, le flacon de cyanure brûlant dans ma poche comme un cœur battant. Le dîner du 24 décembre 2021 s'est déroulé dans l'appartement haussmannien d'Elisabeth, un écrin de velours rouge et de cristal taillé qui puait l'opulence volée. Les guirlandes lumineuses clignotaient comme des yeux accusateurs, et l'air embaumait le chapon rôti et le vin de Bergerac que Thierry avait dégoté chez un caviste de la rive gauche. J'étais arrivé tôt, prétextant aider aux préparatifs, mon cœur cognant un rythme funèbre contre mes côtes. Le flacon, un petit verre opaque acheté à prix d'or via un intermédiaire anonyme sur les forums obscurs de Belleville, reposait dans la doublure de mon manteau, sa substance incolore promettant une mort rapide, presque poétique, comme la fin d'un opéra de Verdi. Elisabeth m'a accueilli avec une étreinte parfumée au Chanel numéro 5, ses ongles manucurés s'enfonçant dans mon dos comme des cerfs. Claire, ma sauveuse. Sans toi, ce Noël serait terne. Terne. J'ai souri, mes lèvres engourdies par la haine, et répondu, c'est pour la famille, Élie. Mère était là, installée dans un fauteuil Voltaire, son visage ridé comme une vieille carte de la Bourgogne, tout sautant doucement sur son verre de kir. Julien arriva en retard, Enzo sur les talons, le gamin maigrelet me sautant au cou. Tata, tu m'as manqué. Manqué? Mes yeux se sont voilés. Cet enfant, fruit de ses folies, était l'innocent dans cette farce macabre. Thierry, l'avocat aux tempes grisonnantes, servait les apéritifs avec des anecdotes de procès gagnés contre des syndicats ouvriers. La justice, c'est un théâtre, mesdames, lança-t-il en riant, ignorant que ce soir, j'étais la tragédienne. Les enfants, Sophie, Lucas, Camille, Enzo, étaient relégués à la cuisine, dévorant des blinis sous l'œil distrait d'une nounou payée, ironie suprême. Nous, les adultes, trônions autour de la table nappée de lin blanc, toasting à l'année qui vient, pleine de promesses. Le moment vint avec le plat principal. Elisabeth, rayonnante dans sa robe rouge sang, leva son verre de Bordeaux 1982, l'année de ma naissance, un détail qu'elle avait choisi pour nostalgie. À Claire, qui nous a portés pendant 15 ans. Les rires fusèrent, Julien tapant dans le dos de mère, qui essuya une larme factice. 15 ans. Ces mots étaient ma sentence, mon signal. Tandis qu'ils portaient le toast à leurs lèvres, je me levai sous prétexte de remplir mon verre à la carafe. Mes doigts, tremblants mais précis comme ceux d'une couturière de la rue Saint-Honoré, versèrent 3 gouttes du flacon dans le Bordeaux d'Elisabeth. Inodore, insipide, mortel en 10 minutes. Je me rassis, le pouls affolé, observant. Elle but, une gorgée généreuse, puis 2, commentant le bouquet fruité avec son palais d'initié. Magnifique, Thierry. Un vrai nectar bourguignon. Bourguignon. L'ironie me noua la gorge. La conversation dévia sur l'accident de père O, comme ils en parlaient librement maintenant, 29 ans après. Julien, éméché, lâcha. Papa était un dur, hein? Cet accident. Une leçon de vie. Mère hocha la tête. Oui, et Claire qui a tout supporté si bien. Supporté. J'ai serré ma fourchette, les jointures blanchies, imaginant la lame dans la chair de Julien. Les premiers signes apparurent subtilement. Elisabeth posa son verre, une main sur la tempe. Un peu de migraine, ce vin est fort. Thierry rit, c'est l'âge, ma chérie. Mais moi, je voyais, la sueur perlant sur son front,
ses lèvres pâlies sous le rouge à lèvres. 5 minutes plus tard, elle se leva, chancelante. « Excusez-moi, je vais me rafraîchir. » Dans le couloir, je l'ai suivie discrètement, feignant d'aller aux toilettes. Elle s'appuya au mur, haletante, les yeux exorbités. « Claire, aide-moi. » Sa voix, cette voix autoritaire qui m'avait commandé pendant des années, n'était plus qu'un râle. J'approchai, feignant l'inquiétude. « Ellie, qu'est-ce qui t'arrive » Elle agrippa mon bras, ses ongles s'enfonçant comme des crocs. « Quelque chose. Dans le vin. Tu as vu ?» J'ai secoué la tête, murmurant « C'est ton karma, sœur. Pour papa. Pour mes 15 ans. » Ses yeux s'écarquillèrent, la compréhension d'Onine comme un lever de soleil sanglant. « Toi, petite Claire. » Puis, les convulsions. Son corps se tordit, un spasme violent la jetant au sol, sa tête heurtant le marbre avec un craquement sourd. Je m'agenouillai, feignant le secours, mais mes lèvres effleurèrent son oreille. « Repose en paix dans l'enfer que tu as bâti. » Les cris éclatèrent. Thierry déboula, suivi de Mère et Julien. « Élisabeth. Appelez le SAMU. » hurla-t-il, composant le 15 de ses doigts tremblants. Je reculai, les larmes aux yeux, de vraies larmes, pour l'acte accompli, pour la fracture irréparable. Les enfants surgirent, Sophie hurlant « Maman !» Enzo se blottit contre moi, ignorant que j'étais le bourreau. Mère, livide, me fixa. « Claire, qu'as-tu fait ?» Je haussai les épaules, brisé mais libéré. « Rien, maman. Juste dis stop. » L'ambulance arriva en sirène hurlante, déchirant la nuit parisienne comme un cri primal. Élisabeth fut emportée, inerte, son corps secoué de soubresauts résiduels. À l'hôpital Necker, les médecins confirmèrent empoisonnement au cyanure, dose létale. La police suivit, 2 inspecteurs en civil aux airs de Maigret, interrogeant la famille dans une salle au néon cru. Thierry, effondré, accusa le vin, Julien bafouilla sur des ennemis d'affaires, Mère pleura en silence. Moi, j'étais la veuve joyeuse, la sœur éplorée, j'étais à la table, mais je n'ai rien vu. Les funérailles, une semaine plus tard, furent un théâtre absurde sous la pluie fine de janvier. L'église Saint-Sulpice, avec ses orgues grondants et ses vitraux larmoyants, avala le cercueil d'Élisabeth comme un secret de plus. Sophie, orpheline de mère, s'accrocha à moi. « Ne nous laisse pas, tata. » Je promis, le cœur serré. Les enfants étaient innocents, ma vengeance ne les toucherait pas. Julien, ivre de chagrin et de cognac, me glissa à l'oreille. « On est maudit, Claire. Tout ça à cause de papa. » Maudit ? Non, vengé. Mais la police creusait. Un inspecteur, un certain Duval, moustachu et tenace comme un limier de province, me convoqua au commissariat du 7e. « Mademoiselle Lefebvre, vous étiez proche de votre sœur. » Détention. J'ai nié, les yeux baissés sur mes mains, ces mains qui avaient versé le poison. Juste la fatigue des gardes d'enfants. 15 ans, inspecteur. C'est long. Il nota, suspicieux. 15 ans ? Intéressant. Et cet accident de votre père en 92. Des rumeurs de disputes familiales. Mon sang se figea. Il savait ? Non, juste une intuition de flic parisien. De retour chez Mère, l'atmosphère était électrique. Elle me confronta dans la cuisine, entourée de fromage moisi. C'était toi, n'est-ce pas ? Pour venger ton père. J'ai ri, un son creux. Et si c'était ? Tu m'as laissé porter le silence pendant des années. Les enfants étaient ma chaîne, maman. Elle s'effondra sur une chaise, pleurant. On voulait te protéger. Julien était si jeune. Jeune ? À 16 ans, il avait tué père pour une dette de 5 000 francs. Protéger qui ? Pas moi. Julien surgit, les yeux injectés de sang. Si tu parles, je te détruis. Enzo a besoin de stabilité. Stabilité. Le mot me fit bondir. Je sortis la reconnaissance de dette, gonflée à 250 000 € maintenant. Paix, Julien. Ou je balance tout aux flics. L'accident, le mensonge, le cyanure que tu as peut-être fourni via tes contacts louches. Il blêmit. Il ignorait pour le poison, mais la peur le liait. Les semaines suivantes furent un purgatoire. Les enfants d'Élisabeth vinrent vivre chez moi temporairement, Thierry en voyage d'affaires, fuyant le scandale. Sophie fouillait mes tiroirs, trouvant la lettre de 1992. Tata. C'est vrai. J'avouai, en partie, ils t'ont menti, ma puce. Mais je t'aime. Elle pleura, me serrant. Ne sois pas comme eux. Mère, brisée, fit un AVC mineur en février. À l'hôpital Cochin, elle murmura. Pardonne-nous, Claire.
Pardonne? Trop tard. Mais en sortant, je signais les papiers pour une thérapie familiale. Un semblant de normalité pour les gosses. Pourtant, la vengeance n'était pas finie. Duval revint, avec des preuves, résidus de cyanure sur un verre. Le mien, nettoyé à la va-vite. Mademoiselle, un alibi. J'invoquai Isabelle, mon avocate, c'est de la diffamation. Prouvé. Le procès s'annonçait, un cirque médiatique à la française, avec Le Monde titrant « Meurtre en famille », la nounou vengeresse. Julien paniqua, me proposant un pacte, on fuit en Espagne. L'argent de l'assurance vie d'Élie. Je refusai. Non. Tu paies. Le twist vint d'un appel anonyme. Sophie. Tata, j'ai trouvé des emails. Maman. Elle voulait te payer, mais Julien l'en a empêché. Il te haïssait pour le silence. Haïssait? Le frère, le faible, était le vrai serpent. Je confrontai Julien au garage, sous la pluie battante. C'était toi, le poison. Il rit, nerveux. Non, mais j'aurais pu. Pour l'héritage. Mensonge. Il avait versé une dose moindre dans mon verre ce soir-là, pour me faire accuser. Fratricide double. Je sortis, trempé, et appelai Duval. Inspecteur, j'ai des aveux à faire. Le tribunal de Paris, ce colosse de béton et de verre du palais de justice, m'avala comme un poisson dans les filets de la Seine en crue. Mars 2022, mon procès pour meurtre au premier degré, un spectacle qui fit la une des tabloïds, du Figaro à Libération, titrant La vengeresse de Marais, crime ou justice poétique. Les flashs crépitaient comme des éclairs d'orage, et je traversais la foule, menotté mais la tête haute, mes yeux verts défiant les caméras. Isabelle, mon avocate, serrait ma main, on plaide la légitime défense émotionnelle. 15 ans d'exploitation, clair. C'est inédit. La salle d'audience puait le vieux bois ciré et la sueur anxieuse. Duval, le procureur, un homme au col romain trop serré, dépeignit un portrait sordide. Claire Lefebvre, la sœur jalouse, a empoisonné sa cadette pour un héritage fantasmé. Héritage? J'ai ricané intérieurement. L'assurance vie d'Elisabeth, 800 000 €, irait aux enfants, pas à moi. Mais il enchaîna sur l'accident de 1992, sortant la lettre du notaire comme un atout-maître. Un mensonge familial, oui. Mais meurtre? Non, mademoiselle Lefebvre a craqué. Isabelle contre-attaqua, projetant des slides, factures falsifiées, témoignages de nounous concurrentes, même des posts Facebook où Elisabeth se vantait de sa nounou gratuite. 15 ans sans salaire. C'est de l'esclavage moderne, votre honneur. La juge, une femme aux cheveux poivre et celle nommée Madame Berthier, fronça les sourcils, parisienne jusqu'à la moelle. Intéressant. Mais le cyanure, Madame Lefebvre. Je montai à la barre, la voix ferme malgré les menottes qui cliquetaient comme des chaînes invisibles. Votre honneur, ils m'ont volé ma vie. Père mort par la main de Julien, couverte par Elisabeth et mère. Moi, la gamine de 16 ans, forcée au silence. En échange, garder leurs enfants, hygiène de vie pour leurs ambitions. J'ai dit stop. Le poison. C'était ma libération. Des murmures dans la salle. Certains applaudirent discrètement, d'autres sifflèrent. La France divisée, comme toujours, gauche compatissante, droite scandalisée. Julien fut appelé comme témoin. Il entra, pâle comme un camembert trop fait, Enzo le fixant depuis le banc des enfants. Claire est folle, bredouilla-t-il. L'accident de papa? Un malheur. Isabelle le piégea. Et cette dette de 250 000 € que vous lui devez. Il bafouilla, et je vis la juge noter frénétiquement. Mère, en chaise roulante, témoigna en larmes, c'était pour la famille. Claire était si dévouée. Dévouée? J'ai croisé son regard, et pour la première fois, elle détourna les yeux. Thierry, le veuf opportuniste, accusa. Elle haïssait Elisabeth pour sa réussite. Réussite bâtie sur mon dos, pensai-je. Mais le clou fut Sophie, 16 ans, ma nièce, montant à la barre en jupe plissée et chemisier blanc. Tata Claire m'a élevé plus que maman. Elle nous aimait. Et pour papa. Julien a menti. J'ai les emails. La salle retint son souffle. Sophie, l'innocente, avait fouillé le cloud familial, trouvant des preuves. Julien planifiant le faux témoignage, Elisabeth falsifiant les impôts avec mes services comme déduction. C'étaient eux, les monstres, conclut-elle, les larmes coulant. Le procès dura 3 semaines, un marathon de plaidoirie et de rebondissements à la française, pause café interminable, avocats citant Balzac et Camus pour humaniser. Les médias s'emballaient. Affaire Lefebvre, la revanche des non-dits familiaux. Des pétitions en ligne divisaient.
Libérer Claire pour les féministes, justice pour Elisabeth pour les conservateurs. Moi, en cellule de Fresnes, je relisais Proust en attendant, mes rêves hantés par les rires des enfants que j'avais bordés. Le verdict tomba un vendredi de mai, sous un ciel de Paris azur. Madame Berthier ajusta ses lunettes. Claire Lefebvre, coupable d'homicide volontaire, mais atténuée par les circonstances exceptionnelles. 15 ans d'exploitation, un complot familial. La Cour condamne à 10 ans, avec sursis après 5, et thérapie obligatoire. 10 ans. Pas la prison à vie, mais une ombre sur mon nom. La salle explosa, hurrah, huée. Sophie se rua dans mes bras. Je t'attends, tata. Libéré sous caution, payé par les dommages et intérêts que j'obtins contre Julien pour la dette, et contre l'État pour faux témoignages dans l'affaire de père, je sortis sous les flashs. Julien, ruiné, vendit son garage et fuit en Belgique avec Enzo, me laissant une lettre. Tu as gagné, sœur. Mais le sang t'appelle. Mère, en maison de retraite, refusa de me voir, traîtresse. Les enfants d'Elisabeth, mes enfants, maintenant, vinrent vivre avec moi dans l'appartement du Marais, agrandi par l'héritage contesté. Lucas et Camille m'appelaient Maman Claire, et Sophie, devenue ma confidente, étudiait le droit pour réparer les injustices. Thierry, divorcé, ruiné par les procès civils que j'initie et pour exploitation. Mais la vengeance n'était pas assouvie. En juillet, un appel anonyme, Julien, depuis Bruxelles. Reviens, Claire. Mère agonise. Elle veut confesser. Confesser? Je pris le Thalys, le cœur lourd, traversant les champs de blé normand sous un soleil implacable. À la clinique de Dijon, mère gisait, tubulée comme une vigne malade. Claire. Pardonne. C'était pour l'héritage. Ton père. Il voulait te laisser tout. Tout? J'ai ri, amère, et vous m'avez volé pour Julien. Elle hocha la tête, expirant. Oui, mais je t'aimais. Aimais. Le mot sonna faux, comme un vin frelaté. Son enterrement fut discret, à Chablis, sous les vignes qui murmuraient des secrets. Julien n'apparut pas. De retour à Paris, je brûlai les lettres, libérant les fantômes. Ou du moins, le croyais-je. L'été 2022 s'étira comme un vin doux sur la langue, mais pour moi, il était amer, chargé de l'après-goût d'une vengeance accomplie à moitié. L'appartement du Marais, avec ses poutres apparentes et ses vues sur les toits incés, bruissait maintenant de vie enfantine. Rire de Camille sur son violon bancal, dispute de Lucas sur Fortnite, et les silences complices de Sophie, qui à 17 ans devenait une femme aux yeux hantés comme les miens. J'avais repris des cours du soir à la Sorbonne, littérature française, ironie du sort, payé par les 150 000 € arrachés à Julien via un jugement express au tribunal de commerce. Stop, avais-je dit au juge, et il avait acquiescé, sentant l'injustice viscérale. Mais les ombres persistaient. Les cauchemars, Elisabeth convulsant, son regard d'accusation perçant l'obscurité, père tombant dans les escaliers, poussé par un frère adolescent au poing serré. Et Julien? Il avait disparu après l'enterrement de mère, emportant Enzo en Belgique, laissant une piste de dettes et de rumeurs. Les flics belges, alertés par Interpol pour évasion fiscale, le traquaient mollement un petit poisson dans l'étang européen. Moi, j'attendais, patiente comme une vigneronne guettant la vendange. Septembre apporta le twist, ce coup de poignard dans le dos que seule la famille peut porter. Sophie rentra un soir, le visage décomposé, un dossier USB à la main. Tata. J'ai hacké l'ancien cloud de maman. Regarde. Assise à la table de la cuisine, éclairée par une lampe art déco, nous visionnâmes les fichiers. Des vidéos, datant de 2018. Julien, dans le bureau d'Elisabeth, versant une poudre dans un sachet. C'est du cyanure, volé à un labo via un contact. Pour Claire, si elle fouine trop. Mon sang se glaça. Il avait planifié mon meurtre, pas le sien. Et Elisabeth? Elle riait dans la vidéo, attend qu'elle demande plus d'argent pour les gardes. Ce sera légitime défense. Légitime défense. Contre moi, la sœur exploitée. Sophie pleura. Il te haïssait pour ta force, tata. Tu étais la seule à pouvoir les briser. Force? J'avais été une ombre, mais cette révélation me fit. J'appelai Isabelle. Nouveau dossier. Tentative de meurtre contre moi. Elle jubila. Ça annule ton sursis. On les traque. Octobre, un mandat d'arrêt européen pour Julien. Les nouvelles explosèrent. Fratricide bis. Le frère en fuite avait ourdi le poison. Il fut arrêté à Anvers, dans un café miteux, Enzo pleurant dans ses bras. Extradé à Paris, il comparait en décembre un procès annexe au mien, un cirque bille où les médias, affamés, déterraient les os pourris de 1992.
À la barre, Julien craqua. C'était pour l'héritage. Père voulait tout à Claire, la stabile. On l'a volé pour Élie et moi. Volé. Le mot résonna, et la juge, Berthier encore, le condamna à 20 ans pour complicité de meurtre et faux témoignage. Moi, absoute pleinement lors d'une audience de révision. Circonstances atténuantes extrêmes, déclara-t-elle, citant mon sacrifice familial forcé. La salle applaudit. Libérer Claire devint Claire la justicière. Mais la victoire était pyrrhique. Les enfants, traumatisés, suivaient des thérapies au CMP de Paris, leurs yeux me rappelant constamment le prix. Noël 2022, pour la première fois, fut mien. Pas de dinde empoisonnée, mais un repas simple. Bûche maison, vin de Chablis volé à la cave de mer. Sophie leva son verre, à la famille recomposée. Enzo, ramené par les services sociaux, hocha la tête, muet. Julien, en prison de la santé, m'écrivit « Pardonne, Claire ». C'était la peur. Peur. Je brûlai la lettre, comme les autres. Pourtant, le twist final, celui qui divise encore les âmes, vint en 2023. Enceinte, un miracle tardif, fruit d'une brève idylle avec un professeur de la Sorbonne, je sentis le bébé bouger un soir de printemps, sous les cerisiers du Luxembourg. Un Lefèvre pur, murmura Sophie, posant sa main sur mon ventre. Mais lors de l'écho, le médecin fronça les sourcils, anomalie génétique. Héritage familial. Peut-être lié à un stress toxique chronique. Toxique. Le cyanure? Non, les années de silence, de rage ingérée comme un poison lent. J'accouchai en novembre, une fille prénommée Liberté, ironie française. Elle survécut, mais fragile, avec des crises respiratoires rappelant l'asthme de mer. Était-ce ma vengeance qui l'avait marquée? Ou le sang maudit des Lefèvre? Les médecins haussèrent les épaules. La vie, madame. Imprévisible. Aujourd'hui, décembre 2025, je vis à la campagne, près de Dijon, dans la maison de pierre où père mourut. Les vignes murmurent des secrets, et Liberté court pieds nus, riant aux échos du passé. Julien sort en 2040. Je ne le verrai pas. Sophie étudie à Assas, juriste en herbe, les autres grandissent, hantés mais libres. Ai-je gagné? La France débat encore, héroïne ou meurtrière. Pour moi, c'est gris, comme un ciel de Paris en novembre. J'ai dit stop, et le monde a payé. Mais le silence, ce vrai poison, résonne encore. Et vous, lecteurs, qu'auriez-vous fait? Embraser la table familiale, ou souri en versant le vin? Fin.